Harley Quinn est devenue, ces dernières années, au même titre que le Joker, une des figures emblématiques de la pop culture. Son émergence au cinéma dans les films de l'univers DC en est pour quelque chose, notamment grâce à la performance de l'actrice Margot Robbie. Il y a encore des années, Harley Quinn n'était pas aussi populaire et était juste considérée comme la souffre-douleur du Joker. Cette femme qui avait pourtant un avenir brillant, mais qui ne résista pas au charme du clown. Harley Quinn est apparue pour la première fois dans la série animée de 1992. Étant donné sa popularité, Paul Dini décide d'écrire ses origines dans le comics Mad Love, paru en 1994 aux USA. Cependant, ce comics est lié à la série animée et ne fait pas partie de la continuité Batman des comics. C'est seulement durant la saga No Man's Land au début des années 2000 qu'Harley Quinn commence à accompagner le Joker dans les pages des comics Batman. Harley Quinn prendra de plus en plus d'importance dans les comics et aura même droit à ses propres histoires dans ses séries régulières. C'est en 2019 que DC Comics propose à l'artiste Stepan Sejic d'être l'auteur d'une réécriture moderne des origines de Harley Quinn. Et c'est de ce récit que nous allons parler aujourd'hui. Sejic est le scénariste et le dessinateur de l'histoire. Il nous propose un récit de 200 pages où nous verrons comment la jeune Harleen Quinzel va sombrer dans la folie auprès de son futur amant. Plusieurs autres enjeux se dérouleront en parallèle de l'histoire, nous offrant une finale explosive. Quelles sont les origines de Harley Quinn et comment est-elle devenue ce qu'elle est aujourd'hui? Pour le savoir, je te laisse poursuivre la vidéo, mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Tu peux également mettre un pouce bleu et un commentaire si la vidéo te plaît. Cela me motive énormément à sortir d'autres vidéos. Bref, allez, les origines de Harley Quinn, c'est parti! Harleen Quinzel est une jeune psychiatre souhaitant devenir l'une des meilleures dans son domaine et surtout réhabiliter les personnes ayant des problèmes psychologiques. Elle est en entretien avec un ancien militaire qui lui raconte une expérience du passé lors d'une guérilla. Harleen en déduit alors une thèse qu'elle s'empresse de révéler à d'autres spécialistes du milieu dans une conférence. Elle explique que tout est lié à l'empathie. Une rupture peut être provoquée si une personne est trop empathique dans un environnement hostile, détruisant de l'intérieur l'individu et induisant à des comportements antisociaux. Harleen propose de faire des tests sur des détenus de l'asile d'Arkham et de la prison de Blackgate pour pouvoir justifier sa théorie, mais visiblement le public n'a pas l'air emballé plus que ça. Harleen se réfugie dans l'alcool en compagnie de sa seule amie, en jugeant que sa carrière s'annonce plutôt mal. Cette sortie au bar va pourtant changer sa vie. Harleen va avoir une carrière, mais pas celle dont elle espérait. À la sortie du bar et au croisement d'une rue, une explosion retentit, puis de la fumée s'échappe. Plusieurs silhouettes se distinguent, dont une bien connue, le Joker qui sans plus tarder pointe son arme sur Harleen. Celle-ci se retrace toute sa vie, de sa solitude à sa relation intime avec un de ses professeurs qui lui valut de nombreuses moqueries. Toutefois, le Joker ne presse pas la détente et s'en va, en révélant à l'un de ses sbires qu'il ne l'a pas tué car il a vu dans son regard que leur altercation restera gravée en elle à tout jamais. La fuite du Joker et de ses hommes est de courte durée. Ils sont vite repérés par Batman qui s'empresse de se joindre à la fête en éliminant un par un les sbires du Joker. Face à face, les deux hommes se battent jusqu'au moment où le Joker tente de prendre la fuite, mais est rattrapé par Batman qui le tabasse devant une foule en délire, ainsi que sous les yeux de la jeune psychiatre qui à ce moment-là ressent le côté malsain de la ville qui l'entoure. Depuis cette nuit, à chaque instant où elle ferme les yeux, Harleen repense à ce moment où elle a rencontré le Joker. Suite à un réveil compliqué, elle se rend à son travail au centre de l'étude de la psychologie criminelle. Ce jour-ci, elle est convoquée dans le bureau de sa direction car un homme souhaite lui faire une proposition. Il s'agit de Lucius Fox qui révèle à Harleen être intéressé par son profil et son travail sur la psychologie criminelle. Les entreprises
Mrs. Wayne veulent donc financer Arlene pour son projet et sa directrice fait aller ses relations pour lui dégoter une place dans le prestigieux asile d'Arkham. Arlene n'en revient pas, elle peut enfin se consacrer à son projet en travaillant avec la crème des fous de Gotham. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que son destin est maintenant scellé à tout jamais. Arlene fait ses premiers pas dans l'asile, les contrôles de sécurité y sont renforcés car un détenu doit être transféré d'un instant à l'autre dans sa cellule. Arlene retombe nez à nez avec le criminel lui ayant laissé la vie sauve il y a plusieurs nuits et détourne le regard tout le long de son passage. Elle est ensuite emmenée dans le bureau de Hugo Strange, qui n'est autre que le directeur de l'asile dans ce récit, et se présente l'un à l'autre. Hugo Strange lui confie cependant que de nombreux psychiatres, aussi jeunes et talentueux qu'elle, avaient essayé de formuler des théories quant à la folie présente dans le cœur des patients de l'asile, mais qu'aucun n'avait vraiment réussi à percer ce mystère. Arlene se rend dans la salle des archives, afin de constater le nombre de patients ayant des problèmes psychologiques, puis se rend dans la salle d'entretien où viennent tour à tour d'autres grands criminels de Gotham, comme Victor Zsasz, Poison Ivy, le Sphinx, Killer Croc ou encore le Chapelier Fou. Elle évite cependant d'interroger un seul des patients, le patient qui s'invite dans ses cauchemars la nuit. Arlene se noie dans le café afin d'éviter de dormir pour ne plus faire face au Joker, mais sans succès. Elle décide dans un premier temps d'affronter son regard à travers un écran. Elle visionne de précédents entretiens où d'autres psychiatres tentaient d'en apprendre davantage sur sa personnalité en lui posant les mêmes questions. Mais le Joker répondait toujours différemment. Les entretiens sont pour lui juste un jeu, auquel il se fout totalement de la gueule de ses psychiatres. Jusqu'au moment où une phrase sortant de la bouche du Joker lui rappela une autre phrase qu'un ancien militaire lui avait dit. Elle y voit un lien et c'est à ce moment qu'elle ne voit pas d'autre issue que de s'entretenir avec le Joker. Mais Arlene n'est pas prête. Toujours hantée par ce sourire diabolique, elle tente plusieurs moyens de se débarrasser de ses visions, comme la chiropraxie ou l'alcool, mais cela ne marche pas. Une nuit, elle reçoit un appel téléphonique lui demandant de fixer un rendez-vous avec une figure importante de Gotham. Le lendemain matin, elle se rend compte que cet homme n'est autre que Harvey Dent, le procureur de la ville. Il l'a convoqué pour lui demander de cesser ses recherches pour son étude sur la folie, car si cela aboutissait à quelque chose, les avocats se feront un malin plaisir d'utiliser ces études pour justifier le comportement des criminels. Harvey souhaite que ces hommes soient jugés comme des gens normaux et soient détenus en prison plutôt que dans un asile où ils ne sont jamais soignés et dont le risque d'évasion est bien plus important. Les deux personnages ont un point de vue différent, bien qu'ils seront dans un futur proche de nouveaux criminels de la ville. Arlene est décidée plus que jamais à rendre visite au Joker. Elle se demande s'il se rappelle d'elle, et c'est en tapant brusquement contre la vitre et en voyant le regard apeuré de la psychiatre que le Joker se souvient. Une discussion commence entre les futurs amants. Arlene demande à ce que le Joker lui raconte des histoires sur Gotham et ses monstres, lui permettant par la suite de décortiquer ses entretiens et d'examiner les propos du Joker. Le Joker accepte mais demande à ce que la psychiatre l'appelle Jay, soit Monsieur G. Arlene pense maîtriser la situation, mais ce n'est que le début d'une longue descente aux enfers. Il explique qu'il pense que tous les habitants de la ville ont un monstre caché en eux, et qu'à tout moment ils peuvent céder à la folie suite à un événement marquant, et qu'après il n'y a plus de retour possible à la vie normale. Elle se fait un petit débrief de ces dernières journées. Arlene n'a pas encore eu de réponse à sa théorie. Les criminels préfèrent parler de qui ils sont à présent plutôt que de leur passé. En pleine réflexion, elle entend le téléphone sonner. Sa directrice qui l'appelle pour lui dire qu'elle a réussi à lui dégoter un rendez-vous avec le commissaire Jim Gordon. Mais pas que. Elle lui demande également d'allumer sa télévision, car une chose grave s'est passée aujourd'hui en ville. Lors du procès du mafieux Salvatore Maroni, ce dernier veut montrer qu'il est très agacé que son fils se soit fait emprisonner à cause du procureur Harvey Dent. Il renverse de l'acide sur Harvey Dent, le défigurant sur la moitié de son corps. Harvey est ensuite envoyé à l'hôpital tandis que Maroni est envoyé à la prison de Blackgate. Durant son transfert, le convoi est attaqué par des policiers encagoulés se faisant appeler les bourreaux et déclarent que suite à l'agression commise sur Harvey Dent, ils veulent taper fort du poing sur la table et éliminer tous les criminels de Gotham, sachant que la justice les enverra toujours en détention mais
mais qu'ils parviendront à un moment ou un autre à s'échapper de leur cellule. Les habitants de Gotham ont une opinion favorable des bourreaux. Les journalistes demandent donc à Jim Gordon son avis sur ce sujet, en sachant qu'il collabore depuis des années avec un justicier masqué. Ce à quoi il répond que Batman n'est pas comparable au bourreau car lui n'est pas un assassin. Arline se rend au commissariat de la ville pour s'entretenir comme prévu avec Jim, malgré la situation. Elle considère que c'est l'occasion idéale de discuter avec les policiers de Gotham, car le sujet du jour s'y prête forcément. Arline voit derrière une vitre l'interrogatoire d'un policier avouant être l'un des bourreaux et déclarant que leur action contribue au bien des habitants de Gotham. Arline demande à Jim d'allumer le bat signal car elle souhaite désormais poser une simple question à Batman. Quelques minutes plus tard, le justicier apparaît sur le toit du commissariat. Elle demande tout simplement à Batman s'il croit en la réhabilitation des criminels présents à Arkham. Ce à quoi il répond que tuer est la méthode la plus facile, mais il refuse de le faire pour ne pas se perdre et ni d'abandonner ses principes. Elle demande ensuite s'il y a un espoir concernant le Joker. Batman admet que beaucoup ont essayé de l'aider, mais en vain. Arline est vouée à présent à une quête, être la première psychiatre à remettre le Joker sur le droit chemin. De nouveau, en entretien avec, elle demande pourquoi il ne l'a pas tué lors de la première rencontre, et il admet alors qu'il était à court de balles, mais reprend plus sérieusement en lui disant qu'il souhaite la voir sourire, et ce dans un ton où Arline perçut sa sincérité. Pour éviter de rentrer dans le jeu du Joker et de revenir les pieds sur terre, Arline se met dans son lit et lit les anciens travaux d'un précédent psychiatre ayant travaillé avec le Joker. Mais elle s'assoupit de nouveau. Elle le revoit dans un cauchemar. Cette fois-ci, elle est entourée de monstres, des monstres représentant les habitants de Gotham, pouvant dériver vers la folie à tout instant. Au même moment, le Joker demande à un garde corrompu de lui ramener le dossier de Arline à son sujet, afin qu'il puisse comprendre ce que Arline recherche en lui. Afin de prendre du recul avec son patient, Arline s'entretient de nouveau avec les autres patients de l'asile. Lors de son entretien avec Poison Ivy, cette dernière remarqua que Arline n'était pas dans son état normal. D'habitude, elle doit embrasser les gens pour les rendre amoureux d'elle, et pourtant tout porte à croire que Arline possède des signes d'un amour naissant. Arline est invitée par son ami le garde à une fête dans l'asile, mais elle préfère rendre visite à son dernier patient de la journée. Le Joker dort, mais c'est ce que Arline recherche. C'est à ce moment qu'il ressemble à quelqu'un de normal, voire beau à ses yeux. Toutes ces heures passées à ses côtés sont pour son propre bien à elle. Quelques jours plus tard, alors qu'elle est en plein travail sur elle-même, elle se rendit compte qu'une question n'avait jamais été posée au Joker. Peut-être la question lui permettant de déceler ce qui se cache sous ce visage pâle. De nouveau, en entretien avec le Joker, Arline se lance et pose sa question. Est-ce que vos meurtres vous inspirent-ils parfois du remords? Et à ce moment-là, Arline n'en crut pas ses oreilles. Le Joker lui répondit exactement ce qu'elle désirait entendre. Le Joker semble avoir compris ce que Arline cherchait. Et à présent, les rôles s'inversent. C'est le Joker qui pose les questions à Arline, lui demandant tout d'abord depuis quand elle le regarde dormir la nuit. Arline tente de rester maître de l'interrogatoire et ne se laisse pas faire par les propos du Joker. Mais le Joker souhaite entendre la vérité, à savoir quelles sont les intentions réelles de Arline. La voit-elle comme un monstre, comme les flics de Gotham? Non, Arline cherche autre chose. Elle débranche la caméra de la cellule et commence à détacher les sangles de la camisole du Joker. Elle tente un coup de poker en lui disant qu'il compte beaucoup pour elle et souhaite l'aider plus que tout. Le Joker s'approche et réalise l'un des premiers, si ce n'est le premier, geste affectueux de sa sombre carrière. Un câlin avec la jeune psychiatre qu'il appelle désormais Dr. Quinn, sa propre Harley Quinn. Plus tard, Arline se demanda comment en est-elle arrivée là. Ses cauchemars se sont maintenant transformés en rêves érotiques. Elle est convoquée dans le bureau de Hugo Strange pour parler de son comportement dangereux. Débrancher la caméra de la cellule d'un des plus dangereux criminels de la ville est totalement stupide et inconscient, même si Arline se justifie en disant qu'il se sentait épié et qu'elle devait gagner sa confiance. Hugo Strange lui explique une fois de plus que personne a réussi à guérir le Joker et qu'elle échouera comme ses prédécesseurs. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la jeune psychiatre et le criminel se rapprochent dangereusement de plus en plus. Le Joker lui avoua que des sentiments enfouis profondément en lui ressurgissent à ses côtés. Arline décocha son premier sourire, mais son sourire se changea en grimace quand elle entendit
son ami le garde s'approcher de la cellule du Joker. À peine elle eut le temps de remettre la camisole du Joker qu'elle engueula le garde lui rappelant qu'elle est responsable et que personne ne doit interrompre une de ses séances avec le Joker. Elle le sait désormais, son patient est sur le chemin de la guérison. Elle en est convaincue. Ou alors est-ce Arline qui est sur le chemin de la folie? Arline se sent épanouie. Ses entretiens avec les patients de l'asile sont de plus en plus pertinents et commence à développer de bonnes relations avec tous, ou presque. Plus personne n'est autorisé à s'entretenir avec le Joker. Pas même Batman qui, sans l'autorisation de quiconque, s'est rendu dans la cellule du Joker. Le Chevalier Noir met en garde la psychiatre en disant que si on contemple trop l'abîme, c'est lui qui finit par te contempler. Ce ne sont plus des entretiens professionnels, mais des rencarts. Dorénavant, Arline se maquille lorsqu'elle passe du temps avec le Joker. Toutefois, elle se rend compte que ce qu'elle fait est totalement stupide, mais c'est plus fort qu'elle. Elle est persuadée que ce qu'elle fait est uniquement dans le but d'aider le Joker à guérir, et qu'elle est la seule personne à pouvoir le faire. Les séances deviennent de plus en plus intimes, et la confiance qu'elle accorde au Joker dépasse l'imagination. Et pendant que Arline s'endort dans les bras de Monsieur J, une autre personne se réveille de l'autre côté de la ville. Ça faisait un mois que le procureur Harvey Dent était dans le coma. Il n'est pas dans son état normal, car il est bourré de médicaments. Malgré cela, il souhaite organiser une conférence de presse pour prendre la parole. Il prend petit à petit conscience de ce qu'il est devenu à cause du mafieux Salvatore Maroni, dont sa mort le réjouit au plus haut point. Harvey commence à entendre une petite voix dans sa tête. Il se prétend être le héros dont Gotham a besoin. Il explique aux journalistes les raisons pour lesquelles Salvatore Maroni s'en est pris à lui. Un journaliste lui demande son opinion par rapport au bourreau, ces policiers se faisant passer pour des justiciers tuant les criminels de Gotham. Les pensées obscures de Harvey prennent le dessus sur l'homme politique qui se doit de rester lisse et neutre, disant que chaque monstre mérite ce sort. Aucune réhabilitation est possible. Le seul remède contre ces gens est la mort. Il souhaite s'opposer à la justice et à Batman, qu'il considère tous deux comme inutiles à la société. Harvey est destitué de ses fonctions. Quelques jours plus tard, alors qu'il médite chez lui, des individus toquent à sa porte. Il s'agit de la police de Gotham, ou du moins d'une partie de la police de Gotham, faisant partie de la bande des bourreaux. Partageant le même point de vue que Harvey, ils n'hésitent pas à se joindre à lui pour sa cause. Ils réfléchissent à un plan d'attaque. Harvey souhaite faire prendre conscience aux habitants de Gotham du problème que sont les criminels et décide à pile ou face d'aller libérer soit les détenus du pénitencier de Blackgate ou alors les patients de l'asile d'Arkham. La nuit même, Harvey et ses nouveaux sbires se rendent au pied de l'asile afin de libérer tous les criminels pour qu'ils propagent le chaos permettant de terrifier les habitants dans le but de gagner leur sympathie et qu'ils rejoignent ses rangs. Poison Ivy est libéré ainsi que Victor Zsasz ou encore le Joker qui est plutôt surpris venant de ces individus déterminés à éliminer les criminels de la ville. Le Joker est joueur et veut être maître de la situation. Le bourreau ouvrant la cellule de Killer Croc va donc passer un mauvais quart d'heure après que le Joker prévienne les autres détenus que les bourreaux viennent pour les tuer. À l'extérieur de l'asile, Arline découvre la situation et s'inquiète pour son patient quand elle apprend que les bourreaux sont à l'intérieur. Le commissaire Gordon explique ce qu'il se passe, mais cela ne refroidit pas Arline qui s'empresse de rejoindre son patient adoré. Bien qu'elle ait gagné la sympathie du clown, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. En s'aventurant dans les couloirs déserts et sombres de l'asile, elle tombe sur un des patients qui détestait ses entretiens, Killer Croc. Arline voit la mort foncer sur elle, mais elle est sauvée de justesse par Poison Ivy qui passait non loin de là. Ivy adresse quelques mots à Arline. Elle ne sera qu'en sécurité que si elle quitte cet endroit pour toujours. Arline ne prend pas ses conseils au sérieux et s'aventure davantage dans l'asile avant de tomber nez à nez avec l'ancien procureur de la ville, Harvey Dent, qui n'a pas oublié la psychiatre et est désormais plus que tout opposé à elle. Il explique que le système est lâche et qu'il ne condamne pas correctement les criminels de Gotham et qu'en plus de ça, des gens comme Arline tentaient de les réhabiliter pour qu'au final, ils commettent encore plus d'atrocités. Il condamne donc Arline à vivre ou à mourir selon le résultat de son lancer de pièces. Mais elle est secourue à temps par le Joker qui souhaite à présent rendre le visage de Harvey Dent symétrique. Arline lui demande de ne pas le tuer. Le Joker cesse donc de frapper l'ancien procureur car il ne peut rien refuser à sa docteure préférée. Ils sont interrompus par le garde et ami de Arline qui tire sur le Joker pensant qu'il
prenait Harleen en otage. Il souhaite en finir pour de bon avec ce criminel, qui est responsable de la perte de bon nombre de ses collègues. Mais Harleen ne le laisse pas faire, et c'est à cet instant qu'elle sombra définitivement du côté obscur. Le mal présent en elle ressort, malgré toutes les fois où elle a été avertie qu'elle finirait par sombrer du mauvais côté. Elle est comme tous les autres habitants de Gotham, un monstre. Harvey, Harley, deux personnes voulant sauver Gotham à leur manière, mais qui finissent par devenir tous deux des assassins. La vie est vraiment une blague. Harleen considère que sa vie est finie, mais le Joker lui dit que ce n'est que le commencement. Des semaines plus tard, Bruce et Alfred analysent les vidéos de surveillance de l'asile et tentent de comprendre comment Harleen a pu tomber dans les griffes du Joker. Ils concluent que le Joker s'est servi de Harleen et la voyait comme son ticket de sortie. Il avait réussi à récupérer par le biais d'un garde les travaux de Harleen, puis quand il comprit ce qu'elle cherchait, il a fait semblant d'aller dans son sens en paraphrasant les dires d'un autre patient qu'Harleen étudiait par le passé. De ce fait, il prouva à Harleen qu'il pouvait guérir et qu'elle en était à l'origine. Il a retourné son travail et sa bonté contre elle pour qu'elle devienne comme lui. Bruce s'en veut d'avoir financé ses recherches et s'estime responsable de la perte de la psychiatre qui désormais se fait appeler Harley Quinn. Elle aime le Joker plus que tout, malgré une part d'elle-même qui reste lucide et qui souhaite prendre le dessus sur sa folie. Nous venons d'assister à la perte d'une jeune femme talentueuse, manipulée par l'un des pires criminels de la ville, lui faisant croire qu'elle pouvait le sauver et que cela allait lui permettre de prouver au monde entier que ses recherches ont porté leurs fruits. Malgré les avertissements multiples, Harleen a fait confiance à la personne qui en mérite le moins sur Terre et désormais est sous son emprise. Les deux amoureux vont faire les 400 coups et vont devenir une vraie plaie pour Gotham et pour son chevalier noir. Harleen va-t-elle reprendre le contrôle d'elle-même comme le laisse à penser la fin de l'histoire? Oui, dans les récits actuels, Harley Quinn se détache petit à petit du Joker pour former sa propre identité, car elle s'est rendue compte, ma foi un peu tard, que le Joker la manipulait et se foutait clairement d'elle. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de cette histoire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Batman. Prends soin de toi, ciao!